le convoi est arrivé au centre-ville à une vitesse assez impressionnante. Puis le monde courait partout dans les rues, à plus savoir où aller se diriger. Là. On a juste eu le temps de mettre les enfants dans l'auto, partir. Je suis choqué, horrifié par la nouvelle. Que les gens soient secoués, n'importe qui le serait, c'est une catastrophe. Plein de personnes que je connais qui cherchent leurs enfants. Bien, on a eu des nouvelles qui étaient décédées ce matin. Ça, c'est l'inquiétude qu'on a vraiment beaucoup. C'est pas une tragédie, moi j'appelle ça un apocalypse. Oui, et les images sont apocalyptiques. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'horreur, vous l'avez vu, s'est invitée par une belle nuit d'été un peu après 1h du matin à Lac-Mégantic, il y a donc un peu moins de 24 heures. Un train hors de contrôle dans une pente chargée de pétrole brut s'est transformé en véritable bombe sur rail. Il a déraillé, explosé en plein centre-ville. La boule de feu a rasé une trentaine de bâtiments, des logements, des commerces et un bar qui était bondé en ce début de week-end. Il est toujours impossible ce soir de savoir combien de victimes sont effectivement dans les décombres, car le pétrole qui brûle empêche toujours les secouristes de s'approcher. Mais les témoignages terrifiants de ceux qui ont pu fuir nous préparent au pire. Et ce soir, les personnes qui ont été évacuées et celles qui sont à la recherche d'un proche, d'un parent, s'apprêtent à vivre une nuit d'angoisse. Nous vous présentons ce soir une édition spéciale du Téléjournal sur cette tragédie. D'abord, un résumé de cette journée infernale avec Claudine Richard-Baudouin. 1h du matin, le train rempli de produits pétroliers déraille et explose en plein centre-ville de Lac-Mégantic. On a vu la première citerne penchée sur le côté avec les étincelles. Puis là, j'ai crié « On court, on court ». Pas personne qui était en arrière de moi qui a pu toffer la chaleur qu'il y avait là. Le branle-bas de combat débute. Les résidents, encore endormis, évacuent le périmètre à toute vitesse. La plupart des quelques 70 wagons de la Montreal Main et Atlantic Railway transportent des produits pétroliers et menacent toujours d'exploser. Au tout début de l'incendie, on ne pouvait rien faire, on ne faisait que regarder et pas aggraver la situation en mettant de l'eau sur l'incendie parce qu'on parle de réservoirs de pétrole brut. Ce n'est que plusieurs heures après la première déflagration que les pompiers peuvent commencer à arroser le feu. C'était quoi le nom déjà? Pendant ce temps, ce sont des résidents inquiets qui cherchent leurs proches à la polyvalente de Lac-Mégantic. Certains ont de bonnes nouvelles. Ma fille, c'est un vrai cadeau de notre vie. Elle vivait après un gros accident, elle est bien. D'autres attendent des confirmations dans l'angoisse. Son appartement chez eux, l'appartement juste en arrière du Musicafé où c'est que le train a déraillé. Puis ben, ça a sauté dans l'appartement. Puis là, ben, les corps, on te retrouve. Pour l'instant, plusieurs paliers de gouvernement promettent de l'aide. Je vais m'assurer que tout ce qui est disponible au fédéral soit mis au profit de la population. Mais présentement, c'est la réalité qui frappe à pleine face. Je vois une dame qui cherche sa sœur, qui se demande si elle est en vie. J'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Le centre-ville de Lac-Mégantic a été détruit en très grande partie. Des mois de nettoyage et de reconstruction sont à prévoir. L'enquête est toujours en cours, mais la compagnie propriétaire de ce train confirme qu'il n'y avait pas de pilote à bord lors de l'accident. Claudine Richard, Radio-Canada, Lac-Mégantic. Et ce soir, beaucoup de personnes sont encore sans nouvelles de leurs proches. Chaque heure qui passe ne fait qu'ajouter à l'angoisse qu'elles vivent. Marie-Ève, ce qui ressort de tout ça, c'est bien sûr la douleur, mais aussi le choc de toute une population. Et même si les heures passent, vous l'avez dit, cette angoisse, elle demeure parce qu'encore maintenant, plusieurs heures après l'accident, on n'a toujours pas pu accéder au centre de tout cet incident. Donc, les gens qui se retrouvent sans nouvelles de leurs proches, mais des gens aussi qui l'ont échappé belle, là, vraiment, qui ont vécu cette explosion de près. Parce qu'il faut dire que la journée d'hier ressemble en tout point à celle de ce soir. Il faisait beau, il y avait beaucoup de gens à l'extérieur. C'était une belle soirée en début de week-end. Et des gens qui ont entendu cette explosion, qui ont vu cet incendie, ont dû s'en sauver. Je vous invite à écouter quelques personnes, quelques témoins à qui on a pu parler plus tôt aujourd'hui.
Ça s'est mis à shaker, ça a sauté, il y avait une grosse boule de feu par-dessus le Musicafé. On a sauté par-dessus la barrière, on a traversé la rue, puis juste le temps de traverser la rue était remplie de feu, là, c'était une rivière de feu. Moi, j'ai eu de la misère à courir pour m'en aller, puis je suis partie avant que ça saute. Je suis partie quand le train a déraillé. C'est sûr que tout ce qui se passait au Musicafé, j'ai pas grand espoir. C'est certain, parce que j'ai vu le feu, je l'ai senti, c'était épouvantable. Je travaillais, on est plusieurs ici à y travailler. On n'était pas là au moment où ça s'est produit. Mais voilà, c'était une équipe, une famille. Et les gens qui sont à la recherche d'un ami ou d'un proche essaient de prendre les choses en main. Enfin, ils ne comptent pas entièrement sur les forces de la sécurité. Voilà, et des gens qui ont même pensé à créer une page Facebook pour retracer des proches de la famille. Il faut dire vraiment que les gens tentent par tous les moyens d'avoir des nouvelles et cette page-là, elle compte plusieurs membres et elle fait déjà son effet. On écoute la créatrice de cette page. On a retrouvé quelques personnes qui étaient soit à l'extérieur ou soit qu'on a réussi à retracer, qu'on a pu mettre sur Facebook. Alors, je pense que les personnes qui les cherchaient ont été rassurées. On a même vu des gens qui étaient ici à la cafétéria qui étaient recherchés. On n'en a pas beaucoup, mais ceux qu'on a, je pense qu'on doit s'accrocher à chaque personne qui vient se rapporter. Et on rappelle donc aux gens, à la population, de ne pas hésiter de se rapporter justement à la polyvalente. On tente de retracer le plus de personnes possible. Et d'ici là, bien évidemment, eh bien, l'attente, elle est très, très longue pour toute la population de Lac-Mégantic, qui, bien sûr, est une petite communauté tissée serrée. Merci beaucoup, Marie-Ève. Au revoir. Oui, bien justement, cette polyvalente, elle est devenue un véritable centre névralgique. Il y a des bénévoles qui offrent de l'information à ceux qui cherchent encore des proches et ils accueillent aussi ceux qui ont tout perdu, qui n'ont plus d'endroit où dormir ce soir. Et ils sont d'ailleurs des centaines, Mathieu, de sinistrés qui vont passer la nuit là-bas. Et la nuit ne sera pas facile. Ce sera une nuit effectivement très difficile pour eux parce qu'ils sont entassés dans un gymnase où il y a environ 750 lits au total. Ce sont 550 personnes qui se sont enregistrées aujourd'hui pour pouvoir avoir des services à l'intérieur, des services psychologiques, mais aussi avoir de la nourriture, différents services comme ça. Et donc, ils sont plusieurs, il y a beaucoup de bénévoles. Et ce n'est pas facile non plus l'ambiance à l'intérieur. Les gens sont extrêmement fatigués. Et justement, il y avait une douzaine de personnes âgées qui étaient à l'intérieur qui, si on peut le dire ainsi, en arrachaient. Et donc, on les a invités à se rendre dans un centre d'hébergement à Sherbrooke. Il y a des autobus qui sont venus les chercher ce soir pour cette raison. Alors, c'est difficile. Et justement, nous avons rencontré Paul Leclerc qui, lui, il a tout perdu cette nuit lorsque sa maison a brûlé en raison de ce train. Il a filé à toute allure pour sortir de chez lui. Et là, il se retrouve ici. Et disons-le, c'est très difficile pour lui ici de savoir qu'il ne pourra pas dormir chez lui, là où il a dormi depuis si longtemps. Il va dormir ici ce soir. Et rendu dans la rue, je voyais plus ma maison, ça gèle des flammes. Et vous avez été blessé à la tête également? Oui, en sortant. Là, le feu était à la galerie. Et là, aujourd'hui, vous devez venir dormir ici, à ce centre d'hébergement, à ce centre d'urgence. C'est quoi votre sentiment aujourd'hui par rapport à tout ça? Bien là, c'est une bonne chose que tout le monde sait. On est sorti du feu, et puis le restant, c'est du matériel. La vie, ça ne se remplace pas. Tous ces gens ont besoin d'un soutien psychologique et on leur offre là-bas, Mathieu? Exactement. Il y a plusieurs personnes de différents C3S qui sont sur place pour offrir du soutien psychologique. Alors, l'ambiance ici, il y a beaucoup d'angoisse, les gens sont stressés. Et donc, ce que font ces personnes qui interviennent lorsqu'elles voient une personne en détresse, elles les approchent et les invitent à parler. Et ces personnes les écoutent, bien sûr, parce que les gens vraiment trouvent ça extrêmement difficile. Oui. Beaucoup de gens pleurent parce qu'on a très peu de réponses pour le moment. Et donc, il y a encore beaucoup de gens inquiets. Et évidemment, ce n'est pas facile de se retrouver dans un centre d'évacués comme ici ce soir. D'accord. Bien, merci beaucoup, Mathieu. Oui, c'est sûr. Merci beaucoup. Les autorités ont fait le point il y a quelques minutes, d'ailleurs. Il faut le dire, les pompiers combattent toujours les incendies. Et pour l'instant, Michel, bien, le bilan officiel, il reste toujours le même. Un mort confirmé seulement.
On ne confirme qu'un mort pour le moment, Pascal. Donc, mais difficile de savoir, est-ce qu'il s'agit d'un homme, d'une femme, d'un jeune? La Sûreté du Québec est extrêmement prudente à ce sujet, extrêmement prudente également concernant un bilan possible des personnes qui sont portées disparues parce qu'une disparition pourrait avoir été soulignée 2, 3, même 4 fois. Alors, on refuse de donner un chiffre et la Sûreté du Québec demande aux gens d'être patients. Extrêmement difficile pour moi d'avancer, je vais vous expliquer. Il y a beaucoup de personnes qui appellent pour rapporter des gens disparus. Des fois, la même personne peut être rapportée 2, 3 fois. Il y a des gens qui appellent de l'extérieur pour nous dire qu'il y a un membre de la famille qui demeure dans la région. Après vérification, cette personne-là demeure à l'extérieur du périmètre, parfois jusqu'à 25 km de distance. Et ce qu'on apprend ce soir, Mathieu, c'est qu'il commence à y avoir un problème d'eau potable. Oui, Pascal. Donc, problème d'eau potable, une difficulté d'alimentation parce qu'il y a une importante conduite qui passe justement au centre-ville, là où il y a eu cette déflagration. Donc, ça a eu comme conséquence de diminuer les réservoirs d'eau potable de la ville. La mairesse précisait en point de presse tout à l'heure qu'il y a des camions-citernes qui s'en viennent, qui devraient être dans la région vers 11 h pour justement permettre aux gens de la région de s'alimenter en eau potable, pourront amener des contenants à différents endroits. Les services des incendies, les pompiers ont tenu à préciser que ce n'est pas cette eau potable qu'ils se servent pour éteindre l'incendie. Ils puisent plutôt leur eau dans le lac, directement dans le lac Mégantic. Et ils ont fait le point un peu plus tôt sur le travail qu'ils font présentement parce que, vous le voyez sur les images, ça brûle encore. Il y a 150 pompiers là-bas qui travaillent depuis 7-8 heures ce matin. Nous avons toujours la même problématique des 5 réservoirs qui sont toujours sous pression et considérés comme étant extrêmement dangereux. Donc, on agit avec grande précaution. On arrose encore pour refroidir et absorber la chaleur de cet incendie-là. Beaucoup de personnalités politiques qui se sont rendues sur les lieux aujourd'hui. La dernière en liste, c'est la première ministre Marois, qui a survolé d'ailleurs les environs. Oui, vers 17-18 heures, elle a survolé les environs à l'intérieur de l'hélicoptère de la Sûreté du Québec. Elle a survolé le centre-ville qui, je vous le rappelle, a été à moitié dévasté par cette explosion et qui est toujours sujet à des flammes. Donc, la première ministre Pauline Marois qui a qualifié de profonde désolation et de tristesse ce qu'elle a vu du haut des airs. Elle est venue pour donner son appui aux gens de la région et remercier en même temps et saluer le travail de tous ces bénévoles et des gens qui portent aide à la région. Un sentiment de profonde désolation quand j'ai vu tous ces bâtiments évidemment brûlés. Il y a une espèce de corridor qui va jusqu'au lac. On voit un très beau village, une très belle ville avec des jolis édifices et tout d'un coup à côté, c'est la désolation. Alors c'est la tristesse que j'ai ressentie. Alors voilà, il y a également le premier ministre Stephen Harper qui s'est adressé aux médias un peu plus tôt et à la population pour donner lui aussi son appui. Et comme je vous disais tout à l'heure, il y a les pompiers qui vont travailler toute la nuit sans relâche jusqu'à temps que toutes les flammes soient éteintes parce qu'il faut dire qu'il y a plusieurs foyers d'incendie qui brûlent toujours. Bien, Michel, à vous et à toute l'équipe, merci beaucoup. Évidemment, j'en profite pour souligner que RDI continue la couverture toute la nuit sur cet événement. Merci. Nous allons maintenant poursuivre avec le reste de l'actualité. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Donc, après la pause, on vous parlera de l'écrasement de Boeing 777 qui a fait au moins 2 morts à San Francisco.